Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? Feel sorry to stop teaching the class. I look forward to it. Let's go, let's go! Donc la politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de Territory. Aujourd'hui, ce sont vos hôtes qui vous convient à une table ronde cinéphile et Summer Film. Les recos de l'équipe, les coups de cœur, les rappels, des îles mystérieuses sableuses, une raquette de tennis en main, à la philosophie des requins sur la baie australienne, en passant par l'Amérique profonde post-Trump, sur fond d'élections cantonales façon GTA V, et un slasher dans une ville de pêcheurs nous ramenant à nos années 90. On vous dit tout. On vous dit quoi? Bonjour Laetitia. Bonjour Germain. Bienvenue dans Territory. Et voici nos mentions spéciales et coups de cœur de l'été. Is he okay? Dave's gone. I can find him. I'll come with you. ¿Esa es la mujer del tío? Sí, ha estado aquí antes, ¿no? Lo que sepa. Island de Jan Ole Gerster. Donc le film nous parle d'un ancien tennisman désabusé, devenu coach d'un complexe hôtelier sur les îles Canaries. Tom, joué par Sam Riley, voit sa routine insulaire basculer quand l'arrivée d'une famille et la disparition du père déclenche un trouble. C'est donc un thriller psychologique sous le soleil. Dans ce film, Tom, donc interprété par Sam Riley, mène une vie sans attache, au rythme de virées nocturnes alcoolisées et de cours un peu monotones sous le soleil. Fuerteventura, c'est ce que tu as marqué, Laetitia. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que lui, il mène quand même une vie assez intense et à la fois un peu ennuyante. Enfin, il passe sa vie en boîte de nuit, disons-le. Donc c'est un peu fou le contraste qu'il y a entre l'image qu'on a du... Non, faut qu'on reprenne, c'est ennuyante, ça n'existe pas. Ennuyeuse. Ah, j'ai dit ennuyant? Attends, c'était dans quelle phrase? T'as dit ennuyante. Sa vie ennuyante. Sa vie est ennuyante. Ok, c'est autant pour moi. Non, mais je la refais sinon. Hein. Je pense qu'on va le garder, l'intervention de Hassan, ça, pas du tout. Bon, je la refais. Je sais plus où j'étais, mais... Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on parle normalement du film. Donc c'est intéressant le contraste qu'il y a d'un côté avec le fait de vivre donc évidemment sur une île de rêve avec la plage, le soleil, l'eau turquoise. Et pourtant, Tom, comme on le disait, il voit pas ça comme une chance. Tout le monde lui dit que c'est vraiment je répète encore, c'est une chance de vivre ici. Mais lui, il se sent un peu coincé, comme enfermé dans une vie qu'il n'a pas vraiment choisie. C'est pas la belle vie, c'est plutôt l'ennui, la solitude, une sorte de vide qu'il essaie de combler, en fait. Et quand ce truc tragique arrive, on va pas dire... Ah bah si, on le dit. Bon, on peut le dire, hein. Ouais. Quand le truc tragique arrive, donc la disparition de Dave, ça fait exploser toute sa petite vie qui était un peu, malgré tout, organisée, même dans le désordre. Ouais, puis répétitive. Enfin, tous les jours se ressemblent un peu. Il se prend des cuites, il couche avec une touriste. Elle se réveille, elle repart, il va bosser. Ouais, c'est ça. Il donne des cours de tennis, il attend la journée, il mange. Mais en fait, dans la boîte de nuit. Il a une vie un peu... emmerdante un peu parfois quand même. Enfin, parce que ça se répète. En fait, il est dans un cadre qui est censé être paradisiaque, mais qui est juste un peu désertique qui est totalement désertique. En fait, c'est marrant, ça ressemble à une espèce de désert. Enfin, le film démarre. Ouais, parce qu'on voit pas grand-chose de l'île à part la plage et l'hôtel, quoi. Et d'ailleurs, tu m'avais fait la remarque au début, on ne sait pas où ça se passe. Oui, c'est ça. On je comprend. sais plus comment on arrive. Il y a le bandeau de la police à un moment donné quand il y a l'enquête qui commence avec la disparition du touriste. Après, on voit qu'il parle espagnol, donc bon. Oui, on se dit que c'est une île espagnole. Tu peux quand même imaginer. Ça peut être n'importe où, enfin, ça peut être une île touristique. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, ça peut être un peu dans n'importe quelle île et ça peut être un peu tout le monde, quoi. Donc, voilà, comme on disait, il y a toujours le beau temps là-bas et en même temps, avec cette disparition, l'ambiance change complètement et devient beaucoup plus lourde, comme si d'un coup, c'était un peu la fin du paradis, quoi.
Je pense qu'il faut qu'on parle évidemment de Sam Riley dans Island. Je ne sais pas ce que tu veux, toi, en dire, Germain. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup chez lui, j'avais noté que dans le film, il avait un côté un peu DiCaprio vieillissant, on avait un petit peu discuté, avec une voix grave qui est presque cassée. Et puis moi, ce qui m'avait beaucoup plus marqué, c'est que j'ai été resté un peu, c'était il y a presque 20 ans, sur Sam Riley dans le biopic sur Joy Division, Control, qui était réalisé par le photographe Anton Corbijn, et dans lequel il jouait Ian Curtis, donc le chanteur de J'ai pas Joy vu, Division. Très bon film, qu'il faudrait que je revoie. En fait, c'est marrant. Enfin, c'est des films, je pense, quand tu les as vus il y a longtemps. Et je pense que je l'avais vu à l'époque. Moi, c'est un acteur que je connais pas des masses. J'ai vu des photos de lui, en fait, après, quand on en a parlé à la sortie du film. Ouais, tu l'as pas vu dans Brighton Rock ? Non. De Rowan Joffé. Donc, Rowan Joffé, c'est le fils de Roland Joffé, qui a fait Mission, Palme d'Or, Ah oui. bien sûr. 1980, 87, un truc comme ça, non ? les années 80. Ouais. Mais bon, bref, rien à voir. Enfin, Rowan Joffé, donc, est le fils de Roland Joffé, et écrit beaucoup de films. A coécrit d'ailleurs la suite de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, absolument rien à voir. Et donc a écrit et réalisé ce film avec Sam Riley, mais c'est un film qui n'a pas hyper bien marché. Mais Sam Riley était déjà un peu cassé, déjà un peu son image dominée. Et c'est pour ça que je le compare à DiCaprio, parce qu'il y a un peu ce côté-là. Alors même si Ian Curtis était un écorché vif et que Sam Riley jouait très très bien l'écorché vif dans Control, là-dedans c'était très différent. Et là, dans le film, vraiment, il est... Oui, c'est ça. Moi, je disais que j'ai vu des photos de lui sur Google, mais du coup, j'étais pas autant choquée que toi en voyant le film, puisque quand on le voit dans le film, là, il est hyper maigre, un peu sec. C'est une vraie transformation physique, quoi. Et c'est vrai que malgré ça, il occupe quand même une place assez importante dans le film, parce qu'il a, c'est quelqu'un qui a du charisme, il est gentil, comme on disait, même si sa vie est un peu vide, il est toujours là pour aider les gens. Là, on le voit dans le film, il est là pour faire le guide touristique avec les touristes, parce qu'en fait, il n'a pas autre chose à faire non plus, mais voilà, c'est un personnage foncièrement gentil, quoi. Ce qu'on peut dire, sans trop spoiler, c'est que c'est un film qui est en 2 parties, un petit peu. Il y a toute cette installation avec ce personnage. C'est marrant parce que le pitch te parle tout de suite assez vite de la famille qui arrive. Je sais pas si tu te souviens, dans le film, ils n'arrivent pas tout de suite. Hein. Bon, 10 minutes, je pense. Ouais, je dirais même 20 minutes. Ah ouais, tu penses ? Il se passe pas mal de choses, il y a toute sa vie. Il y a le car qui arrive, en fait. Ouais, il y a le car, mais il les voit pas tout de suite. Enfin, il rentre pas tout de suite en jeu. Il la voit, elle. Elle vient lui demander le cours de tennis, mais lui, on continue à suivre sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bon, c'est un énième personnage qui vient prendre un cours de tennis. Ça n'aura pas d'impact, etc. Et après, il rentre vraiment dans l'histoire. Mais même le temps qu'ils arrivent dans le récit, je dirais quand même, il y a facile un quart d'heure. Ouais. Mais le film est fascinant, enfin, ce qu'on peut dire quand même de positif, parce que c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un film qui a vraiment une atmosphère et qui... je trouve, raconte assez bien, moi, qui ai vécu sur une île, ce que c'est de vivre... Si t'as pas vécu sur l'île la plus touristique. Et en plus, j'ai pas vécu sur une île touristique, c'est encore plus particulier. Mais j'ai été sur d'autres îles et par exemple, j'étais à Madagascar, et à Madagascar, ça ressemble un petit peu à ça. Cette ambiance un petit peu de... En fait, je pense que les gens qui travaillent dans ces espèces de lieux se retrouvent toujours un peu seuls. Ouais. On voit dans le film quand même qu'il est attaché à des locaux. Et il est pote avec le flic. Oui, avec le monsieur avec les dromadaires. Là. Avec le mec avec les dromadaires, le vieux. Voilà, il est attaché, et même eux décident de partir après des années parce qu'ils étaient là pour les touristes et qui partent à la retraite, quoi. Mais ouais, je pense que ce que tu veux dire aussi, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre sur une île où en fait tout est lié au tourisme, quoi. Comment font les gens qu'est-ce qu'ils font là-bas le reste du temps, et comment se passe leur vie, quoi. Toujours en mode vacances, quoi. Et surtout, je vois que tu avais noté qu'il y avait un rapport avec le... Ouais, c'est ça, il y a toujours il y a pas de vraie stabilité. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que... On sait même pas où il habite, je crois. On voit... il habite, je pense, moi, j'ai bossé dans des clubs, donc je vois complètement le truc. C'est en fait, souvent, on a des logements de fonction, des chambres à côté qui sont un peu moins bien, évidemment, c'est logique. Parce que là, on est dans complexe hôtelier, 5 étoiles. Ouais, mais tu as accès à tout, tu manges la même chose, tu vois. Voilà, du coup. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, il a le droit de manger avec les clients. Alors après, lui, il y a un truc un peu luxe, c'est-à-dire que c'est le prof de tennis particulier.
Ouais, Et donc, du coup, il y a ça, voilà. il y a un petit côté un peu client riche quand même. Et il y a un truc avec, voilà, client riche, etc. Mm-mm. Donc là, bref, il y a toute cette partie-là. Et puis après, le film bascule dans un thriller, Ouais. dans la seconde partie, avec toute cette partie d'enquête où, en fait, lui, malgré lui, devient un enquêteur. Bon, il est un peu, Oui. il est un peu amoureux aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, Voilà. il y a la partie où on se dit il est juste en train de tomber amoureux de Stacey Martin. Qui est la mère, Qui est la mère du petit garçon. du gamin qui prend les cours de tennis. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, ça bascule complètement en thriller, quoi, pour savoir ce qui s'est passé et comment il va s'en sortir de cette situation, quoi. Voilà. J'ai beaucoup, quoi. Bon, après, on ne peut pas trop en dire parce que c'est un film qui repose beaucoup sur une forme de retournement de situation. Oui, donc on peut pas Voilà, c'est On peut pas raconter voilà, on le peut pas basculement, trop- ce serait voilà, gâché. Mais bon, on a parlé qu'il y avait film. une histoire d'une disparition, mais ce qui est C'est ça. génial, c'est que ça dure. Tu dis, mais où est-ce que ça va finir, en fait? Et comment ça va finir? Le retournement est quand même Et le hallucinant. Et le retournement est très hallucinant. Et c'est là qu'au niveau de l'interprétation, c'est assez juste. Stacey Martin est plutôt bien, Ouais. assez sobre, parce qu'elle peut en faire beaucoup aussi. Et, Plutôt juste, ouais. et plutôt assez juste. Et celui qui joue le compagnon est assez impressionnant aussi. Et Assez détestable. et assez détestable, ouais. Mais il y a toute une partie avec lui, mais après il y a la partie où il disparaît, mais en fait il devient le centre du monde, entre guillemets. Puis alors c'est marrant parce qu'on est dans une île ultra touristique où je pense qu'il se passe jamais rien et que les flics sont complètement dépassés aussi. Oui, c'est ça. Et donc du coup ils se disent mais putain, mais c'est juste un mec parce qui qu'il veut faut faire un venir coup à sa femme. Oui, c'est ça, il faut venir un policier d'Espagne. Et c'est Voilà. c'est lui d'ailleurs, le policier d'Espagne, qui lui veut vraiment faire une vraie enquête et qui Oui, qui il y a- dit non, on va pas prendre il y a un truc la qui chose va à pas. la légère, Voilà, on va c'est ça. vraiment enquêter, quoi. Et les autres sont là, oui, non, c'est pas la peine. Il va revenir dans 4 jours. Mais c'est bien plus complexe que ça et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est un film. Je trouve que c'était une bonne surprise. Complètement, ouais. Pour toi comme moi. Mm. Et moi, je voulais juste dire que voilà, malheureusement, le film va certainement finir son parcours autour des 20 000 entrées, ce qui est assez cata pour ce genre de film. Mais pour les retardataires, il n'est pas trop tard. Il passe encore dans pas mal de salles dans l'Hexagone et aussi en Outre-mer. Donc, je vous invite à... Voilà, on vous invite. On vous invite à le rattraper si vous ne l'avez pas vu. Exactement. Tu voulais nous dire quelques mots sur le retour d'une saga pas vraiment comme les autres. It isn't something I like talking about. You survived this once. We need your help. You can't run. You can't hide. Get them before they get you. I Know What You Did Last Summer, souviens-toi l'été dernier, version 2025, réalisée par Jennifer Kaytin Robinson. Alors le pitch est assez simple. Le 4 juillet 2024 à Southport, une petite ville portuaire de pêcheurs traditionnels, se transformant en une station balnéaire pour touristes, 5 amis causent involontairement un accident de voiture mortel. Ils décident de dissimuler leur implication et concluent un pacte pour garder le secret. 1 an plus tard, leur passé revient les hanter et ils sont contraints à une terrible vérité. Quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier. Et déterminés à se venger aussi, évidemment. Alors, peut-être tout le monde va se demander pourquoi j'ai envie de parler de ce film. Bah ouais. Déjà, est-ce que tu peux... je sais plus, moi, de quand datent les premiers films. Alors justement, cet épisode-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un Legua sequel. Donc il s'agit du 4e long métrage d'une franchise. Après, souviens-toi, 3 petits points, l'été dernier, en 1997, réalisé par le clipper Jim Gillespie, qui n'a pas fait beaucoup de films après, mais c'est le film qu'il a sorti du clip, en tout cas. Et d'une suite directe, souviens-toi, 3 petits points, l'été dernier 2. 3 petits points sont importants. Exactement. 1998, donc pile 1 an après, réalisé par Danny Cannon. Danny Cannon, qui est aussi un réalisateur de beaucoup de films de commande, entre autres, il a fait le film Goal, Naissance d'un prodige, un des gros films sur le foot. Mon petit frère adore ce film. Ignorant donc les événements du 3e opus sorti en 2006, puisqu'il y a eu un 3e film. Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Y reprennent leurs rôles respectifs de Julie James et Ray Branson, présents dans les 2 premiers films.
Donc c'est pour ça que c'est un Lega sequel, puisqu'on a le retour des personnages d'origine dans des rôles secondaires, parce que c'est la place à la nouvelle génération. C'est un peu le même style que Scream. Ok. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas le retour de Kevin Williamson, qui était le scénariste original, qui avait écrit aussi Scream. Ok. Mais alors, je dois avouer, je n'ai pas vu, moi, Souviens-toi l'été dernier. Moi non plus. Donc, du coup, mais je suis quand même allé voir celui-là, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de... Je pensais que tu les avais vus d'ailleurs. Eh ben non, je ne les ai pas vus. Je n'ai aucun scrupule à le dire. Non, mais je connais l'histoire, j'avais vu les bandes annonces à l'époque, je m'étais dit, c'est comme j'ai jamais vu le projet Blair Witch, tout ça, c'est des films de la même époque. Mais j'ai vu Scream sur le tard. C'est un film qu'on m'a montré tardivement. Vous n'avez et... pas forcément accès aussi facilement non plus. Non, puis c'est des films d'horreur. Enfin, à l'époque où ça sortit, c'était un terme de 12 ans ou 16 ans. Enfin, on était si jeunes. Donc voilà, on était beaucoup plus jeunes. Et en 98, on était encore plus jeunes qu'en 2007. Non, mais je veux dire, on n'avait pas forcément accès à ces films. Exactement. On n'était pas début d'adolescence, quoi. Voilà. Et alors, j'ai noté quand même que le premier, je ne savais pas, en cherchant, c'était inspiré en partie du roman Comme un nouveau rêve de Lois Duncan, publié... Ouais, Comme un mauvais rêve, pardon, excuse-moi. De Lois Duncan. Oui, Comme un mauvais rêve de Lois Duncan, ouais, ça. Publié en 73. Tu connais ce livre ? Non, pas du tout. Qui est un best-seller américain assez connu. Tu sais de quoi ça parle ? Bah, à peu près la même chose. Ok. C'est à peu près la même histoire. Après, j'ai pas lu le livre, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus malin parce qu'en fait, le long métrage avait la volonté aussi d'être un divertissement. Mais alors, du coup, je voulais en venir de pourquoi je voulais parler de ce film de 2025. C'est parce que pour moi, en fait, le sentiment que j'ai eu en ayant vu ce film, que j'ai pas du tout détesté, il se fait pas adorer par la critique. On reproche beaucoup de faire des remakes, des reboots, des suites, ce qui est parfois très dommage. Bah, ça peut gâcher un peu. Alors, c'est pas un film indispensable, hein. Mais bon. Film de l'été. Voilà, pour cet été. En fait, je sais pas, moi, oui, j'étais dans une ambiance. Je suis allé le voir à 22h avec une pote. Une amie, Brigitte, si tu nous entends, je lui ai dit, tiens, c'est marrant parce que je trouve que ce film, il cache une forme de lutte des classes, en fait. Mais c'est apparemment le cas un peu des deux premiers. Surtout du premier, en fait. Parce que l'histoire se déroule dans une petite ville portuaire, comme je le disais, Southport, qui existe vraiment en Caroline du Nord, où on sent un peu que les artisans locaux, alors ça c'est dans le film de 2025, se font un peu effacer par la nouvelle bourgeoisie qui veut prendre la ville, qui veut rendre la ville plus attractive. Des gens des villes, quoi. Enfin, des gens qui déménagent. Alors pas forcément, c'est des gens qui ont fait fortune. Okay. Et le film parle vachement de ça, c'est-à-dire on est dans deux catégories. Alors justement, ce que j'allais dire, c'est on est un peu dans le cliché américain, c'est-à-dire les riches imbéciles et les tristes pauvres, mais ça interroge aussi l'Amérique profonde, toujours fracturée par une société qui est élitiste. Et donc, du coup, il y a des gens de la ville qui ont réussi et d'autres qui sont restés plus modestes. Ou après, les pêcheurs n'ont pas l'air d'être ultra dans la pauvreté, mais on sent qu'ils sont tracassés par ça. Enfin, je m'attendais presque qu'il y ait une scène de CGT, de manif CGT dans le film. Dans un film américain, ça serait... Mais c'est le rôle que joue Freddie Prinze Jr., qui est, lui, tient un bar, etc., et qui est un peu un mec moyen, enfin, américain moyen, de l'Amérique et tout ça, et qui est confronté à ça. Et justement, le sujet de la vengeance, sans spoiler, évoque ça, entre autres. La raison de la vengeance du personnage qui est derrière le fameux tueur. Exactement, il y a une raison sociale. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et les personnages sont aussi un peu tiraillés par leur situation, mais s'interrogent aussi sur leur enracinement. Alors ça, c'est le cas de tous les personnages. Le retour aux sources et la ville où ils ont grandi. C'est-à-dire qu'ils en parlent beaucoup. Le fait de revenir ? Ouais, le fait de revenir. En fait, le personnage principal féminin, une fille qui est partie il y a quelques années. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est... D'ailleurs, clin d'œil, toi, tu as vécu ça, tu es parti de ton village pour aller à Quimper. Et je pense que quand tu reviens à Saint-Goazec, tu as la... Ah oui, tu cites Saint-Goazec comme ça. Ben, je vais citer Saint-Goazec, les gens vont aller regarder sur Google Maps. Non, mais moi j'ai ça aussi. J'ai grandi à la campagne, alors, j'ai beaucoup déménagé, mais j'ai grandi dans des petites villes. Oui, du coup, c'est moins marqué, quoi. C'est moins marqué, mais par exemple, j'ai grandi beaucoup autour d'Avignon. Quand je retourne à Avignon, j'ai un truc très nostalgique. Parce qu'Avignon, c'est pas Paris, c'est pas Mayotte, c'est pas les États-Unis et New York où j'ai vécu aussi, c'est marqué, ou l'Argentine. Enfance, quoi. Enfin voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui est marqué, donc je le vois un peu différemment. Et mais bon, bref, pour revenir au film, en tout cas, on est quand même, ce que je voulais dire, on est quand même dans une pure série B très léchée malgré tout, avec une photographie numérique très pub. Le côté slasher devient un peu un prétexte pour faire un summer teenage movie pas trop gore pour éviter la grosse interdiction en salle.
Mais étrangement, on s'emmerde pas. Enfin, c'est ça justement que je voulais rebondir, c'était que j'ai écouté pas mal de podcasts et de gens qui parlaient du film assez bien, même si c'était pour en parler pas bien, en donnant une critique négative. Je trouvais que les gens étaient assez durs, surtout qu'en fait, on sait Moi, je me suis dit, je sais très bien ce que je vais voir. Je suis pas allé me dire, je vais voir, on va en parler après, le nouveau Ari Aster, voilà. Je suis pas en train de juger l'exigence, je connaissais pas cette réalisatrice Jennifer Kaytin Robinson. Mais j'ai lu des trucs sur elle, elle est ultra fan de la saga, elle s'est vachement impliquée, elle a essayé de retrouver les codes. Et le début commence vraiment comme un film des années 90 de l'époque, The Faculty, tout ça. Ça m'a donné envie de revoir même ces films-là. Après, je pense que du coup, ça joue aussi sur la nostalgie des trentenaires. Mais certainement, et peut-être qu'en fait, t'as des gens aussi qui ne se retrouvent pas du tout dans ce genre de film. Et bon, voilà, bref. Qu'importe. Donc, tout ça pour dire que si vous avez envie d'un slasher qui fait pas très peur, mais qui est cool. Moi, j'avais ça un film cool. Enfin, en fait, je me suis pas emmerdé, mais il y a des trucs ridicules. Mais en fait, c'est la série B. T'as pas été terrorisé non plus. Maintenant, j'ai pas été terrorisé. Bon, il y a des moments où c'est gore et tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est ultra gore. Je sais pas pourquoi. Alors que le reste, ça veut compenser quelque chose, justement, pour se dire non, il faut que ça soit cool quand même, parce que c'est pour les ados américains. Voilà. Je retiens des choses. Non, mais après, voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, comme je disais, moi, j'aime bien quand, par exemple, le drone est bien utilisé. Et il y a des super beaux plans drone, enfin, vraiment de façon pas pub, justement, où elle laisse une place à l'espace, au décor. Et, c'est vrai que c'est un peu facile avec le drone de faire une pub. Hein. On fait tout le temps des pubs, en fait, on voit que ça. Voilà, il y a un petit... Je vais parler quand même vite fait. Le film Démarrage. a fait près de 200 000 entrées en première semaine. Un score largement correct, même s'il ne devrait pas atteindre le succès des premiers volets de la saga, qui avait tout de même fait plus d'1 million d'entrées, ce qui n'est pas rien. Donc là, j'ai vu les pronostics, ça ne devrait pas terminer plus loin que 600 000 entrées. Ah, mais là, il va faire tout l'été, je pense. Il y a beaucoup de films quand même. Enfin, je m'en rends pas compte. Ouais, moi, je pense, mais... non, mais certainement, mais il sera certainement là. Il joue un peu là-dessus, je pense. Tu tombes sur le qu'il film joue par là-dessus. hasard. Mais après, un démarrage à presque... C'est pas 200 000, je crois que c'est 190 000. C'est pas dingo, mais ça reste un film, je crois qu'il a une interdiction moins de 12. Ça limite. Ça limite aussi un peu. Voilà. Le démarrage aux États-Unis est aussi encourageant pour laisser place à une suite. Il y a une scène post-générique qui l'annonce en tout cas. Voilà. Mais ça, c'est très... D'ailleurs, la scène post-générique est plutôt bien... Enfin, en fait, il y a le générique. D'ailleurs, c'est bien parce qu'ils n'ont pas allumé la lumière de la salle de cinéma. En fait, le générique est sur un plan, justement, drone, etc. Et la caméra plonge dans la mer et il y a cette scène ensuite. Donc, en fait, c'est comme une continuité du film. Il prépare la suite. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouvais qu'on retrouvait un peu la scène post-générique hors des scènes post-génériques qu'on voit dans les Marvel, qui sont insupportables, ou dans les comédies potaches, etc. Voilà, donc... Sans transition. Sans transition. You are not a coincidence. We Are not a coincidence. We need to free each other's hearts. Eddington de Ari Aster. Alors, le film se passe en mai 2020, pendant le confinement lié à la pandémie du Covid-19. Dans la petite ville fictive d'Eddington, au Nouveau-Mexique, le shérif Joe Cross, interprété par Joaquin Phoenix, refuse de porter un masque. Ce qui déclenche un conflit politique avec le maire en place, Ted Garcia, interprété par Pedro Pascal. Joe décide alors de se présenter contre lui aux élections municipales. Il y a beaucoup de choses à dire sur Il y a énormément de choses à dire. Déjà, c'est vrai que déjà, le premier sujet... moi, j'ai pas vu... Enfin, j'ai pas de souvenir. En tout cas, j'ai pas vu énormément de films qui parlent du Covid. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas envie de les voir aussi. Enfin, moi, j'avais pas envie de les voir, du moins. Je sais pas si c'est un film qui parle du Covid, qui est sur fond de Covid. C'est sur fond de Covid. Voilà. Donc, quand même, le film, il tiendrait pas s'il y avait une pandémie où tu vois, il y aurait eu un film il y a 10 ans sur une épidémie comme ça. On aurait été là, oui, bah non. Ce qui est marrant, c'est que c'est il y a 5 ans, déjà, le Covid. Ça fait 5 ans. Ça fait longtemps. Et je trouve qu'on peut en rire. Et d'ailleurs, dans le film, on en rit. Oui, mais t'en aurais peut-être pas... Ah bon, non, et puis il y a même 1 an et demi encore, je dirais. En fait, il arrive pile au bon moment. Et puis en plus, comme le film parle aussi de politique, comme tu l'as dit dans le pitch, le film touche juste. Non, mais il touche juste aussi parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Tu vois, là,
Là, par exemple, donc le film joue justement avec beaucoup d'ironie sur cette période qui a été, bon, je pense, très marquante pour absolument tout le monde. Juste pour la petite anecdote, le film commence par une scène complètement absurde où Joaquin Phoenix, qui est dans sa propre voiture, se fait arrêter par la police indienne, hein, c'est ça, parce qu'il n'a pas son masque. Voilà. Donc voilà, c'est complètement absurde. Et il finit par mettre son masque pour l'enlever, évidemment. Donc, D'ailleurs, petite parenthèse par ouais. rapport à cette partie-là, moi j'avais noté que en fait, le film aussi parle de l'Amérique d'aujourd'hui avec la scission, qui est encore très présente dans la question des propriétés des terres entre les Native Americans. Ouais. D'ailleurs, voilà, tu l'as cité on le voit dans la scène que tu as citée, qui est une des premières scènes du film. Ouais. Et les héritiers Quakers. Les Quakers, c'est les Blancs américains. Il y a des scènes complètement hallucinantes, justement, entre les policiers. Il y en a plusieurs des scènes entre les policiers de la réserve indienne et le bureau du shérif, qui, pour moi, résume parfaitement cette espèce de racisme ordinaire omniprésent, qui est là pendant tout le film. En plus, c'est quelque chose d'assez méconnu. Enfin, tu vois, moi, Exactement, ouais. j'ai un peu découvert ça dans le film. Il y a le shérif qui est là, qui fait vraiment un peu son cow-boy. Hein. Enfin, je suis désolée. Et t'as la police indienne qui, du coup, tu disais, n'est pas armée. Donc, ouais, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis arrêté sur le détail, c'est qu'il a pas de revolver au moment. Alors, pas dans la scène où ils sont en bagnole, mais la scène où. L'enquête. Il y a l'enquête, on va pas trop en dire. Voilà. Il y a une enquête et ils se retrouvent dans une maison. Ouais. Cette scène-là. Ouais. D'ailleurs, il y a un rapport de distance. Il y a un mépris aussi. Il y a un mépris. Eux rentrent comme des bourrins dans la maison. Ils enlèvent toutes les preuves. Ils enlèvent toutes les traces. Ils oublient de mettre un gant pour les toucher. Protections. Ah non, ils mettent les protections de chaussures quand même. Oui, ils mettent les protections de chaussures, mais en fait, il a l'adjoint joué par Luke Grimes met un gant sur une main. Et pas sur l'autre. Et pas sur l'autre. Et donc, il touche le sac avec la main qui n'a pas de gant. Enfin, voilà. Et du coup, et il commence à se embrouiller parce que... Mais le mec reste hyper calme, le policier indien. Oui, mais il commence à embrouiller le policier indien qui fait juste son travail, mais qui ne veulent pas voir là, en fait. Bon, on va pas en dire plus non plus, mais voilà. Alors, c'est marrant, tu te rappelles, on en avait parlé quand on avait reçu Arthur Sauce de Combini. Et j'y repense maintenant, on est en revue le film, du coup. Je suis pas foncièrement d'accord avec ce qu'il avait dit. Il avait dit que le seul personnage qui était à peu près, on va dire, honnête et stable, c'était le flic noir. Ouais. Et en fait, je suis pas totalement d'accord parce que en fait, le flic noir est aussi un peu invendu parce que le mec. Ah oui. Enfin, on va pas. Oui, lors des manifestations, par exemple. Ouais, par exemple, entre autres, les manifestations qui sont pro. Alors, c'est fou qu'il ait mis tout ça dans le film. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est hyper chargé. Alors, le film fait 2h45. Mais, en fait, c'est pendant la mort de. J'ai oublié. De George Floyd. Je savais plus son prénom. Où il y a le mouvement Black Lives Matter. Voilà. Et on voit dans la ville, dans Eddington, que c'est que des Blancs qui manifestent en disant on prend la parole, mais on laissera après la parole aux autres. Oui, puis surtout, elle dit, en fait, elle fait vraiment. Ce qui est marrant, la jeune fille, qui est d'ailleurs la pseudo-petite amie du flic noir, qui mène la manifestation, elle dit mais tu devrais faire ce combat, c'est ton combat, etc. Oui, elle engueule parce qu'il veut pas manifester. Ou parce qu'il veut encore pas une fois, la blanche qui juge. Exactement, et qui fait une leçon de morale. Qui fait une leçon de morale. Je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo qui est sortie justement sur le comportement blanc. Je trouvais ça assez intéressant. Bref, ça. Mais ça en lien. Tu l'as vu passer ? Non. 8 attitudes classiques. En fait, 8 types de personnages blanches, jusqu'à des personnages positifs. Exactement. T'as dans la bienveillance. T'as le blanc justement qui pense qu'il est bienveillant, mais il prend la parole. Il parle d'abord. Il parle à la place. Il dit que les autres devraient dire ça, etc. Mais justement, alors du coup, tu vois, ça frôle un peu ce comportement quand je disais que le personnage du flic noir était pas juste tout le temps, mais c'est vrai qu'il ne prend pas parti. Et nous, en tant que spectateurs, on peut se dire, en fait, à aucun moment, il se dit, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. En fait, lui, on finit par croire ce que pensent d'ailleurs les autres, qui se dit, en fait, il veut être carriériste. D'ailleurs, il est à fond dans les armes, il s'entraîne tout le temps à tirer. On est quand même dans... À part qu'il est noir, on est quand même dans l'américain... très à droite.
Je sais pas s'il est très à droite, mais c'est un Américain classique républicain, quoi. Ah ouais. Donc, il n'est pas à droite au point d'être complotiste comme le personnage de Joaquin Phoenix. Non. Mais quand même. C'est vrai qu'il y a aussi le téléphone qui occupe une place centrale dans le film. On voit bien que c'est un élément de captation, mais aussi un instrument de manipulation. Tu en parlais. Il y a une bonne partie du film qui est orientée sur les complotistes, avec le personnage de la belle-mère. Ça commence par elle, le complotisme. Oui, qui écoute une émission. Ouais, qui écoute, voilà. Je crois que tu l'as noté. Oui, c'est ça. Cette émission donc c'est vrai que... qui évoque Oui, c'est ça. Tu l'as pas noté? Si, je l'ai noté. Je le retrouve plus. Oui, du coup, il y a une émission où elle dit que, comme par hasard, Tom Hanks est le premier Américain à avoir eu le Covid et que la somme de sa date de naissance correspond au chiffre. Oui, 1956. Ouais, la date c'est 1956, qui est la date de naissance et que c'est le premier Américain à avoir Ouais, c'est ça. Enfin, génial. le Covid. Génial. Mais c'est le genre d'émission qu'on entendait complètement. pour de vrai à l'époque. Enfin, j'imagine que là, c'est tous des émissions qu'il a reconstruites pour les biens du film. Mais il regarde plein de trucs complotistes qui en arrivent avec le personnage de Austin Butler, qui est roi. D'ailleurs, je pense que les leaders de sectes ont été ultra rois pendant cette crise du Covid. C'est évident. Bah, ils avaient... Voilà, après, les gens avec ça aussi... Ils avaient beaucoup plus de temps. Ils avaient pas à foutre d'aller faire des vidéos sur Internet pour convaincre les gens et dire le monde est en train de s'écrouler, il faut qu'on se retrouve tous ensemble. Non, mais je veux dire, on va pas refaire la période du Covid, mais bon, on a quand même un peu tous cru qu'on avait... Mais dans le film, ce qui est marrant, c'est qu'on en rigole et je me suis dit, putain, en le revoyant, je dis, putain, on rigole alors que c'était vraiment pas drôle cette période. Mais ça veut dire que c'est malin. Différent, tu vois. Non, complètement. Mais après, ça veut dire que c'est malin aussi. C'est que le film est très malin avec ça et c'est assez juste et résume aussi assez bien l'époque dans laquelle on vit, avec les déceptions qu'il y a autant à droite qu'à gauche. Ouais, des deux côtés. Des deux côtés. L'Amérique est ultra fracturée, même dans ses mouvements politiques. Tu vois, on parle du personnage de Joaquin Phoenix qui veut se présenter aux élections. Il est plutôt républicain. Et le personnage de Pedro Pascal est plutôt démocrate. Ouais. Même si, voilà... Mais c'est un démocrate, c'est un vrai démocrate américain. À part Bernie Sanders, les démocrates américains sont des mecs qui, justement, ont une idée du monde d'abord chez soi, avant de s'occuper des autres. Et donc, du coup, c'est de dire, bon, la ville, elle est cool, vous avez vu, elle fonctionne bien. C'est un peu du clientélisme. Il fait presque du Balkany, d'une certaine manière. On n'est pas très éloigné. Oui, parce qu'en plus, il y a le truc de... il supporte pas que quelqu'un d'autre se présente, évidemment, dans sa ville. Il s'arrange. En plus, c'est un mec... c'est un mec sympa, il tient le bar. D'ailleurs, c'est assez drôle, il y a la scène où il est dans son bar avec son FFP2, là aussi. Oui, et qui parle derrière la vitre à Joaquin Phoenix. Oui, c'est ça. Et Joaquin Phoenix dit « J'entends pas ce que tu dis. Si, tu m'entends. » Du coup, il enlève son masque. C'est ça. Voilà. Mais c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on peut parler de la performance des acteurs. Joaquin Phoenix, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu es dans le film, tu oublies complètement que c'est Joaquin Phoenix. C'est impressionnant. Ouais, la deuxième partie, on va pas trop révéler, mais oui. La deuxième partie, c'est GTA 5, c'est ce que j'ai dit dans le pitch de présentation. Complètement. Ça devient GTA 5. Mais on le reconnaît même plus. Ouais. C'est l'Amérique. Enfin voilà, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. C'est le Far West. C'est l'ultra-violence, c'est ce qui risque d'arriver dans beaucoup de villes aux États-Unis, si ce n'est pas déjà fait dans certaines villes, tu vois. Sauf que là, il utilise un ton très cynique, Ari Aster, donc voilà, tu n'avais pas vu tous ces films, non, t'as vu les deux premiers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que t'avais pas trop apprécié? Si. Hérédité et Midsommar, t'avais vu? Ouais, Ah d'accord, ok, je pensais qu'il y en avait un que t'avais moins aimé que l'autre. Non, j'avais bien aimé. Bon là, ça n'a rien à voir, mais... Ouais, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il installe quelque chose, Hérédité, il parle aussi de la famille américaine. En fait, il y a toujours quand même un rapport sur des personnages qui sont dans un environnement soit violent, soit un peu et comment il étrange. casse aussi Exactement. ce schéma. Et il casse vachement le schéma. Et Midsommar, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, en fait, il parle déjà de secte, puisque c'est un film de secte, Midsommar, clairement. Complètement.
Et là, c'est le monde extérieur de la secte, puisque le personnage d'Austin Butler est très peu présent dans le On film. le voit pas beaucoup, ouais. Dans Eddington, mais il est très important. Mais il est hyper important. Ouais. Donc c'est vrai que le film insiste beaucoup sur la désinformation, comment les gens utilisent leur téléphone. D'ailleurs, ouais, moi je te l'ai fait remarquer à la fin de la séance. Joaquin Phoenix, il est tout le temps sur Facebook. Je sais pas. Et le On voit Facebook on aujourd'hui, sait ce que Facebook voilà, est devenu exactement. maintenant, donc c'est assez drôle. Donc on voit comment toutes ces informations contaminent les gens, les isolent et parfois même détruisent des familles, quoi. on sent qu'il a bouffé son fil d'actualité, Ari Aster, parce Ouais, que je pense qu'il a été beaucoup. c'est assez sur les riche. réseaux Je sais pas si sociaux. t'as vu, il y a des moments où on descend, on voit des vidéos. Je pense qu'il y a des vrais trucs, tu vois, genre il y a une vidéo de Trump, après Ouais, il y a ouais, une c'est affiche. Tu sais, on sait pas forcément, il s'arrête pas forcément dessus, mais si tu regardes Mais bien tu l'écran. vois, Twitter, c'est Lojan qui est sur Twitter. Bah oui, c'est. Ouais. Il y a un décalage. Ils n'utilisent pas les réseaux sociaux de la même façon selon l'âge. Et puis, En même temps, il pourrait être sur Twitter, le personnage de Joaquin Phoenix, mais le problème, c'est que sur Twitter, il va pas faire des vidéos. Enfin, tu vois, il est un peu vieux bougon. oui, c'est ça. Il est sur un. Pourtant, il sur, fait des lives pour dire un peu n'importe les lives quoi. Facebook, les lives Facebook, c'est ringard, tu vois. Mais je sais même pas qui fait des lives sur Facebook. Même, je pense que même les politiques, les Mais il y en a ringards. plein. Moi, Ah ouais je connais plein de gens, et justement, plein de gens qui ont. Je sais pas s'il joue un mec de son âge, parce qu'il a la cinquantaine, Joaquin Ouais. Phoenix, donc je pense qu'il joue un gars de son âge. D'ailleurs, ce qui est surprenant, ça, on n'en parle pas dans le film, c'est un mec qui a pas d'enfant. Oui, mais ils en parlent au tout début un peu quand même. Ils regardent une vidéo au début où tu sens qu'il a une envie quand même d'avoir des enfants. On va pas trop parler du personnage de. Ouais, mais on voit que d'Emma Stone, d'Emma Stone, mais qu'il est en couple avec une fille qui va pas bien, Ça va pas qui très bien, non. qui est, Qui est instable. qui est totalement instable psychologiquement, qui est influençable. Et Mm. d'ailleurs, bon, il fait un truc horrible. T'as remarqué, c'est que tous les jours, il fait acheter par ses collègues les poupées qu'elle fabrique, Ouais, ils sont horribles. qui sont ignobles. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc c'est. Non, c'est super dur. Et d'ailleurs, ça parle vachement bien de la misogynie, Ouais, complètement. Il y a- Comment les hommes s'approprient Ah, c'est- des histoires tragiques. Voilà, on va pas révéler plus, mais pour leur propre intérêt. Et lui, en l'occurrence, pour sa campagne municipale. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait de la différence avec le personnage de Pedro Pascal qui fait quasiment la même chose, en fait. Hein. Oui. Il se sert de son histoire. Oui, parce qu'il sa a femme est élevé son partie. fils seul. Voilà. Et d'ailleurs, Il fait un peu pleurer dans les chaumières. ouais, voilà. Et d'ailleurs, Joaquin Phoenix l'affronte en lui disant mais mec, ta femme, tu crois qu'elle est partie pourquoi Et tu crois que t'as pas fait des choses. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment c'est la méthode de Trump. C'est Trump Oui, c'est qui l'attaque personnelle, quoi. l'attaque personnelle, il Ouais, déstabilise ses adversaires comme ça. Ouais. En disant lui c'est une merde, sa femme s'est barrée. Oui, c'est pas étonnant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment le truc le plus bas. Ah bah c'est possible. le plus misérable, quoi, le plus Ouais, violent. c'est clair. Donc voilà. Mais donc très intéressant. Juste un mot ici sur les paysages du film. Genre, les maisons sont sur des espèces de collines hyper Alors, en hauteur. La maison du shérif et la Ouais. maison du maire. Oui, c'est ça. Oui. Mais incroyable, Elles quoi. sont en Elles sont hauteur. toutes en hauteur. Et c'est intéressant parce que Parce ça que montre c'est l'élite. C'est ça. C'est les gens les plus... les gens qui ont le plus de pouvoir dans la ville. Et Pedro Pascal, grand démocrate, vit sur une réserve indienne. C'est vrai. Enfin, une partie, disons que ça La tombe moitié. dessus, voilà, la moitié. Ouais, c'est ça. La moitié de sa maison tombe dessus. Mm, mm. Et lui qui dit, voilà, on va accueillir Tout le tout le monde. monde. Moi-même qui suis, je crois qu'il est mexicain dans l'histoire, hein, si je me souviens bien. Je sais plus. Enfin, les origines hispaniques, il joue la carte hispanique. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce que ça parle vachement bien, justement, de tout ce groupement communautaire qui, justement, a fait que les hispaniques ont vachement voté pour Trump cette année, enfin, Ouais. l'année dernière, Ouais. enfin, aux dernières Oui, élections. ça a fait basculer. Ça a fait vachement basculer le vote. Mhm. Et donc, du coup, il y a un truc très... c'est violent. Mais ça montre... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir ça quand même depuis des années. Et j'ai l'impression que ce film est l'espèce de Regroupe, climax, Ouais. tu vois, de conclusion Mm, mm. de tout ce qu'on a accumulé en films qui parlent un petit peu de ces petites villes américaines, Mais en de fait, ces territoires isolés, Tu dis que littéralement. c'est énorme, mais en fait, c'est le quotidien. Enfin, Ah oui, complètement. c'est la réalité. Bien sûr, non, c'est clair. Enfin voilà, bref, c'est une claque absolue. Et moi, je trouve, je le disais justement, rares ont été les cinéastes à réussir un film traitant de sujets aussi graves et actuels avec un tel cynisme. Parce qu'il y a un cynisme dans le film. Ouais, énorme. On rit et après, on est là. Waouh. C'est grinçant, quoi. C'est tellement grinçant. C'est vraiment, t'as l'impression de vraiment d'avoir la clé, de te frotter à une bagnole à côté et que Ouais, ça c'est grince, quoi. Vraiment tout le temps, quoi.
petit point chiffrage, le film a fait presque 100 000 entrées, ce qui est très bien en première semaine. Il devrait sans problème atteindre les 200 000 en fin de parcours, ce qui en fait le plus gros succès d'Ari Aster dans l'Hexagone. Je crois que le plus gros, c'est Hérédité, qui a 173 000 entrées. Donc, je pense qu'il atteindra les 200 000, puisqu'il a fait 90 000 là, en première semaine. Et que là, il a tout l'été. Et il a bonne presse. La parole est à toi. Donc, on passe de l'Amérique coloniale moderne à l'Australie isolée, son eau turquoise, une surfeuse, un sociopathe et des requins. Action! Tell me that ain't the greatest show on earth. Yeah, you and me, we're sharks. Solitary creatures. We fend for ourselves. I'm nothing like you. Put me up instead. Oh, how romantic. Dangerous Animals de Sean Byrne. Alors le pitch, une surfeuse en voyage sur la côte australienne, Zephyr, interprétée par Assi Harrison, est kidnappée par Tucker, interprété par Jai Courtney, un tueur sadique qui utilise ses victimes comme appât à requins. Piégée en mer, elle doit survivre à ce psychopathe et au potentiel prédateur marin. Je tiens à préciser que malgré son pitch très vendeur pour les amateurs de films de genre requinophile, j'ai marqué, je sais pas Ça si existe vraiment? J'ai inventé peut-être le mot. Non, je pense pas. Mais ça va être un nom plus il doit y avoir, il doit y avoir un mot plus compliqué, Ouais. mais je vais dire requinophile par rapport au cinéma, cinéphile, requinophile. Ah, bah oui, excellent. Le film va beaucoup plus loin et justement, c'est pour ça qu'on vous en parle, Laetitia. Il y a quelque temps, on voyait sur les réseaux passer une trend, peut-être que vous l'avez entendu. Est-ce qu'il vaut mieux croiser un homme ou un ours en pleine forêt? Et bah, dans ce film, la question se pose en pleine mer. Est-ce qu'il vaut mieux être face à un requin ou face à un homme? Donc, dans Dangerous Animals, la réponse est plutôt claire. Le vrai prédateur, c'est l'homme. Donc, Tucker est le capitaine du bateau, qui est assez, voilà, c'est un personnage assez repoussant. Enfin, repoussant, je veux dire, il est horrible, quoi. Donc, lui, il a son petit bateau, et puis, voilà, il kidnappe des femmes et il les donne à manger aux requins. Donc, c'est vrai qu'il les traque, il les torture, et surtout, en fait, le film insiste aussi beaucoup là-dessus, il les filme. On voit qu'il a une vieille caméra VHS, avec une VHS. Ouais, c'est carrément une caméra avec une VHS directe. C'est-à-dire que... Une vraie VHS. Ouais, une vraie VHS, c'est pas, il fait pas d'export. C'est ça, pas du tout. Comme ça, il peut la regarder après, on va y venir. Donc, en fait, il filme ses crimes et en fait, il les collectionne, il les regarde après quand il mange et tout ça. C'est vraiment horrible. Et en fait, il se contente pas de donner ses femmes aux requins. Voilà, il veut à chaque fois revivre le pouvoir de souffrance qu'il a sur ses femmes, puisque voilà, ça met du temps. On va pas trop en dévoiler, mais voilà, c'est quand même le supplice, quoi. Il y a 2-3 victimes avant le personnage de Zephyr, parce qu'il se rend compte pas tout de suite. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une première partie justement d'installation. Jai Courtney est impressionnant, d'ailleurs, assez flippant et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre que c'est un... Ça m'a fait penser, mais j'ai lu des critiques qui parlaient de ça aussi, à Jigsaw, le personnage de tueur de Saw. T'as vu la saga Saw? Non. Ah, t'en as vu aucun? Non. Parce que Saw, c'est ça en fait. C'est, alors je te spoil le premier. Non, mais je sais de quoi ça parle. Mais tu vois, pour moi, à l'époque... Tu savais que sais le fond de l'histoire en fait? Non. En fait, c'est un mec qui va mourir, qui va avoir un cancer. C'est ce qu'on découvre à la fin du premier. Et qui a kidnappé, et après, je l'ai cherché ma répétition, qui a kidnappé des gens en fait qui se contentent pas de la vie qu'ils ont en fait. Ah, il veut leur faire... Et il veut juste leur faire vivre l'horreur, leur dire, et voilà... Et alors, il a un cancer, mais il meurt toujours pas. Il y en a eu quand même 10. Il y en a eu 10. Okay. Et puis il y a eu des préquels, machin. Bon, bref. Mais les premiers sont intéressants. Le premier, c'est James Wan. C'est un film indépendant, fait avec $1 million, je crois. Ah, mais là, moi, tu vois, je me suis toujours souvenu que je les avais pas regardés parce que. Mais il filme. Justement, c'est ça que je voulais rebondir. Il filme. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait des critiques qui disaient ça. Mais moi, quand j'ai vu le film, j'ai clairement pensé à ça. Ouais. Et c'est pareil, c'est un mec qui est derrière ses écrans. Et en fait, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le film, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a filmé son truc d'action, en fait, il passe quand même beaucoup plus de temps à préparer et à analyser que
à conclure, entre guillemets, l'acte de violence. Ah oui, ouais, c'est clair. D'ailleurs, en fait, c'est même pas lui qui le pratique. C'est-à-dire qu'il arrive dans le truc jusqu'à, on peut mettre un truc très drôle, se rendre compte que finalement, les requins ne sont pas des tueurs d'êtres humains. Et que, en fait, lui, il les excite. Et, Parce qu'il y a quand même le truc au début où il raconte qu'il s'est fait attaquer par un requin quand il était petit. Je ne connais plus le contexte, mais du coup, il a noué, entre guillemets, une espèce de fascination. Et le requin lui a rien fait, je crois. Et voilà, si. Ah oui, si. Ah oui, c'est ça. Oui, Ouais. il lui a fait une. Oui, c'est ça. Ouais. Il lui a fait une Donc je pense qu'il se voit comme un Ouais. survivant. Il a réussi. Oui, il a survécu à ça, c'est ça. Il a survécu. Au Alors requin. qu'en fait, contrairement, justement, le film montre. Alors, sans vous spoiler, Ouais. le film parle quand même vachement de l'homme face à l'animal. Mm. Et il y a une très belle scène, justement, face à ça. Alors, tu sais qu'il y a une petite anecdote, je sais pas si tu sais, ils ont tourné avec des vrais requins. Ah ouais, non. En fait, ils ont fait les plans à part et ils ont superposé des plans. Entre autres, la scène. Ouais, Pour ouais. spoiler, il y a une scène où elle est face à un requin. Voilà, Oui, on se de doute. toute façon, il y a plein de scènes où il y a des requins, donc C'est voilà. Mais il y a une scène où il est face et il passe à côté. En fait, ils ont superposé les plans. Donc c'est un vrai Ok. grand blanc qu'ils ont filmé. Ok. C'est pour ça qu'il est vraiment. Je l'ai trouvé Il est énorme. impressionnant dans le Ouais, film. ouais. Et ils n'ont pas exagéré. Enfin, c'est vraiment. C'est et- du coup. Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, je t'en prie. Pour faire la transition, c'est vrai que le film se passe la moitié du temps en pleine mer, en fait, complètement isolé. Une fois qu'on repart, enfin, c'est-à-dire qu'il y a le premier kidnapping. Enfin, ah oui, il revient parce qu'il a un problème. Ah oui, il a Ouais, jeté ouais. sa caméra dans l'eau. Ouais, ouais. Donc du coup, il repart, mais une fois qu'on est reparti, c'est vrai qu'il y a une grosse partie où il repart en mer. Et justement, il y a tout un truc où là, on découvre, on se dit, tiens, c'est l'anti-film de requin. Mm. C'est-à-dire que c'est le film qui nous montre à la fois la fascination que les hommes ont pour les requins et la peur. J'en suis un parfait exemple parce que j'ai vraiment une énorme peur bleue des requins. Mhm. Et en fait, en même temps, j'en suis vraiment fasciné. Et je trouve que le film traite aussi un peu de ça. C'est-à-dire que justement, les comportements des animaux, c'est comme le comportement des hommes, quoi. C'est-à-dire que il y a pas un requin, il attaque pas gratuitement, en fait. Et c'est ce que te montre aussi le film, justement par ça. Voilà, encore une fois, sans spoiler, mais explique justement que la nature est faite de façon très un peu Logique. normée et Ouais. très logique. D'ailleurs, lui-même en parle. Je ne sais pas si tu te souviens, Ouais. d'ici les requins disparaissent, et c'est exactement ça. Ouais. L'écosystème va bouger, va changer. Et justement, lui, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il change l'écosystème parce que Il en les les force, foutant, en les excitant, en les voyant Comme les alligators, êtres humains. En Floride, c'est ça? Ouais, il y a Avec ça les aussi. touristes. Exactement. Et le requin, je pense, c'est un peu différent, parce que c'est un animal plus solitaire. Et surtout, en fait, on a cassé l'écosystème du requin, et le film le montre, Ouais. par l'ultra-tourisme, c'est-à-dire la fascination d'aller voir des requins dans des cages, en jetant des seaux de sang et tout ça. Alors, le film n'est pas moraliste du tout. Non, pas du parce que tout. ça reste un peu un slasher, mais hyper intéressant, hyper immersif. Et très Oui, en bien, fait, très du bien coup, réalisé. le film parle bien du fait que oui, les requins, ils attaquent jamais volontairement quelqu'un, alors qu'avec justement les films des Dents de la Mer, on s'est toujours dit que voilà, c'était des animaux qui attaquaient hyper violemment les gens. Là, voilà, c'est quand même expliqué dans le film. En fait, les requins, quand ils attaquent, c'est qu'ils ont pris... Enfin, ils se sont trompés, quoi. Contrairement, justement, à l'être humain qui est sur le bateau, qui est pour lui complètement conscient de ce qu'il fait et qui, en plus, filme ses actions, quoi. Est-ce qu'on parle un petit peu du personnage de Zéphyr? On peut en parler, oui, puisque effectivement, on a une héroïne très woman power, comme on pourrait dire. Ouais. Voilà, au début, on est un peu dans le cliché, Oui, la surfeuse. la femme forte. Après, c'est intéressant parce que c'est typiquement... Je dis beaucoup c'est intéressant, mais mon père me le reprochait. Pensez pour Jean. Une pensée pour Jean-Luc. Je vais pas le couper, ça. Et s'il écoute jusque-là, parce que des fois, il n'écoute pas en entier. Il a intérêt à écouter. Il a intérêt à écouter en entier. Oui, tu disais que c'était elle apparaît au début comme une Et femme... oui, puis surtout, en fait, c'est très forte. typiquement le genre de film où souvent, c'est un homme, ce type de personnage. Oui, sauf que là, évidemment, c'est une femme. Puis Et là, c'est un personnage féminin. Et ce qui est intéressant, encore une fois avec le mot intéressant, c'est que, au-delà que ça soit une femme, c'est un personnage qui est ultra marginal, qui Ouais. vit tout seul dans son camionnette, qui passe de plage en plage, On qui est un peu découvre que aventurière. c'était une enfant placée, voilà, Ouais, on a un personnage un Très, peu... fragile et en même temps... complètement. Et on voit rarement Hyper ça en personnage féminin dans Ouais. des films
américain. Enfin là, c'est un film copro-australienne. Ouais. Mais dans ce type de film, on va rarement dans le social. Et là, il y a presque un fond social au début. Enfin, en tout cas, on t'installe le personnage. C'est pas juste une nana qui s'est fait attraper et puis basta. Autant la première fois Oui, qu'on se fait attraper, on s'en fout. Mais On voit que d'ailleurs, c'est une touriste. Et c'est un peu horrible. Mais la première, oui, la première, on voit première, bien, c'est c'est vraiment le contraste. l'archétype de la touriste. Ouais, avec, qui a suivi en le plus mec. un mec. Oui, voilà, c'est ça, elle et le connaît qui, pas. Non, mais c'est horrible, avant de mourir, dit ma mère m'avait dit de pas voyager, donc en fait, c'est de ma faute. Si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas partie, quoi. Exactement. Donc en fait, juste pour finir sur le personnage, c'est vrai qu'elle s'arrête jamais, quoi. Enfin, on va pas révéler tout le film, mais elle est inarrêtable, elle se bat, elle fait tout pour sortir des griffes du fou, là. Et elle prend absolument tous les risques pour sauver sa peau, quoi. Exactement. Tu veux parler du personnage des requins, même si on en a déjà parlé Je un peu? pense qu'on a déjà dit une bonne... J'ai déjà dit que c'était les requins attaquaient pas de manière volontaire. Et voilà. Enfin, du coup, c'est assez intéressant, même de ce point de vue-là, sur le film, sur le mode d'attaque des requins, quoi. Donc un film qu'on vous recommande chaudement, c'est qu'à le dire chaudement, c'est un film vraiment d'été. Complètement. On a mis beaucoup de films très solaires, qui se passent sur des stations balnéaires, C'est pas très dans des villes au soleil. détente, quoi. Ouais, en même temps, voilà, pour les amateurs de films de genre, c'est un vrai film de genre qui a une Et puis pour le qui a une vraie coup, tension. il est classé quête moins morale. de 12, je crois, aussi. Moins de 12 avec avertissement. Moi, j'avais un peu... j'avais un peu peur de comment ça allait être montré, mais pour le coup, c'est pas du tout voyeuriste. Enfin, je trouve pas. Oui, puis c'est pas c'est pas trash dans tous les sens. Non, pas du tout. Non, mais tu sais, c'est un peu facile. Bien sûr, non, on a tendance. Après, Bon, il y a 2-3 images un peu dures, mais Oui, mais ça va. ça se fait. Voilà. Ça va. J'ai une petite note en plus, dire que le film était présenté à la quinzaine des cinéastes à la surprise générale. Ouais. Mais du coup, maintenant, on comprend mieux comprend, pourquoi ouais. on voit dans le fond ce qu'il raconte. D'ailleurs, il a fait un démarrage plutôt encourageant depuis sa sortie là, ce mercredi 23 juillet pour un film de genre estival. Donc, merci à The Jokers qui toujours assure dans la proposition de ses choix atypiques. Donc, Dangerous Animals, actuellement, toujours en salle. Bon, il vient de sortir, donc vous avez plus de temps pour le voir. Mais Je pense que c'est allez-y. un film qui peut rester en salle. Oui, c'est un film qui restera en salle tout l'été. Pour l'annonce officielle de la sélection pour la dernière biennale, le Festival de Venise aura lieu du 27 août au 6 septembre avec des films toujours très territory. Et oui, alors je vais commencer avec The Voice of In Rajab, nouveau film de la cinéaste tunisienne Kauter Benania. Le synopsis parle de lui-même. In Rajab est une fillette palestinienne de 5 ans vivant dans la bande de Gaza, tuée par les forces israéliennes lors de l'invasion de la bande de Gaza. Alors pour la réalisatrice, The Voice of In Rajab n'est pas seulement un film sur Gaza, je cite ces mots. Cette histoire ne parle pas seulement de Gaza, elle évoque un deuil universel. Le cinéma peut préserver une mémoire. Il peut résister à l'amnésie, que la voix de In Rajab soit entendue. Bon, c'est donc un drame très politique qui est attendu à la Biennale cette année. Voilà. Le film suivant, The Testament of Anne Lee. Tu veux nous en parler, Laetitia ? Oui, c'est le 3e long métrage en tant que réalisatrice de Mona Fassvold, compagne et collaboratrice de Brady Corbett, qui co-signe le scénario et en produit le film. Comme The Brutalist, le long métrage a été tourné en Hongrie et en 35 mm. Il met en vedette Amanda Seyfried, toujours du mal avec son nom, dans le rôle d'Anne Lee, la fondatrice de la secte religieuse des Shakers au XVIIIe siècle. On y retrouve également Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Tim Blake Nelson et Stacey Martin, dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est un projet très excitant. Oui, j'imagine. mais, Très germain. mais intriguant. Complètement, ouais. T'as aimé The Brutalist aussi. Ouais. Tu vois, alors, c'est pas le même cinéaste. D'ailleurs, c'est marrant, lui, il a fait un film très masculin, Brutalist, et elle fait un film féminin. Très féminin. Non, hâte de voir ça.
Alors ensuite, Father, Mother, Sister, Brother, le nouveau film de Jim Jarmusch, dont le tournage a eu lieu principalement à West Milford, dans l'État américain du New Jersey. C'est un film choral, calme et subtil, comme l'annonce le cinéaste, c'est ce que j'ai lu. Au casting prestigieux, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Charlotte Rampling, Tom Waits. Charlotte Rampling. Ouais. Et les nouveaux visages, apparemment, sont des personnages importants de l'histoire. Mayim Bialik et India Moore. Ensuite, on passe à Bugonia de Yorgos Lanthimos, avec, pour changer, Emma Stone et Jesse Plemons, qui retrouvent le cinéaste grec sur un film autour de l'apiculture et du complotisme. Ouais, ça promet. Moi, je m'étais dit que j'allais plus voir ces films, mais je sais pas. Alors, le tournage s'est déroulé à High Wycombe, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Il se déroule également à Henley-on-Thames, dans l'Oxfordshire. J'ai regardé, c'est des régions un peu isolées. C'est pour ça que je me suis dit, il faut le mettre un peu dedans. Et alors, je veux juste préciser pour la 3e collaboration avec le directeur de la photographie irlandais, Robbie Ryan. Moi, c'est un de mes chefs opérateurs préférés. C'est le chef opérateur le directeur de la photographie, j'aime pas le chef opérateur, d'André Arnold et Ken Loach. Yorgos Lanthimos a tourné ce long métrage en 35 mm avec des caméras VistaVision, comme The Brutalist. Et ensuite, on a L'étranger de François Ozon, qui adapte le non moins célèbre ouvrage d'Albert Camus. Il retrouve pour l'occasion Benjamin Voisin, Swan Arlo, Pierre Lotin et la toujours très juste Rebecca Mardner. Pour des raisons logiques de production, le film a été tourné au Maroc, bien qu'il se passe en Algérie. Ensuite, il y a... Alors, on ne va pas tous les citer, mais justement, on a fait une sélection. No Other Choice de Park Chan-wook, qui est le remake sud-coréen du film Le Couperet de Costa Gavras. Je ne sais pas si tu l'as vu, Le Couperet, avec José Garcia. Film est réalisé dans les quartiers reculés de Séoul, comme Park Chan-wook a souvent aimé le faire. Il retrouve pour l'occasion l'immense talent Lee Byung-young. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans beaucoup de films américains aussi. Pour information, c'est un des rares films de cinéastes très populaires à ne pas avoir été soumis au Festival de Cannes cette année, car la post-production avait pris du retard. Je l'ai lu dans... Heureux hasard, quoi. S'il est... Mais je pense qu'il aurait été pris à Cannes. Hein, non, mais j'ai lu, en fait, il y a eu plein de retard, tout ça, et en fait, même le montage n'était pas fini en date, et ils ne l'ont pas envoyé. Oui, pas du tout, ouais. Le film d'un cinéaste très estampillé Territory, Jay Kelly de Noah Baumbach, avec George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern et le grand retour devant la caméra de Greta Gerwig. Peu d'éléments ont filtré sur le scénario, hormis une logline un peu intrigante. Tout le monde connaît Jay Kelly, mais Jay Kelly ne se connaît pas lui-même. Un point de départ qui semble renouer avec les thèmes chers au cinéaste, entre introspection, identité et absurdité du quotidien, lui parle d'un film Coming of Age. C'est la 4e collaboration du cinéaste avec la plateforme Netflix, et comme souvent, son film est tourné dans l'État de New York. Et puis, le film peut-être le moins Territory de nos choix. Donc, The Smashing Machine de Penny Safdie, qui est un biopic porté avec A24 autour du combattant de MMA Mark Kerr. C'est le premier film solo du cadet Safdie. Son frère a d'ailleurs réalisé son nouveau film qui n'a pas de sélection pour le moment. Au casting de celui-ci, on va découvrir un Dwayne Johnson qui renoue avec le cinéma d'auteur, près de 20 ans après le trop sous-coté chef-d'œuvre Southland Tales de Richard Kelly. Il est épaulé dans ce nouveau film par Emily Blunt. Le film est également d'ailleurs au TIFF, Festival international de Toronto. Le film s'inspire de l'histoire vraie de l'enlèvement par Tony Kritzis dans les années 70 de son banquier hypothécaire Richard O'Hall qui lui a fait du tort. Et d'ailleurs, le film est tout frais puisque le tournage a eu lieu en janvier 2025 à Louisville, dans l'État américain du Kentucky. Et pour info, il est aussi sélectionné au TIFF de Toronto. D'ailleurs, en parlant de Toronto, je voulais faire un petit point sur une cinéaste très Territory qui est sélectionnée seulement au TIFF cette année, enfin pour le moment. C'est l'Oscarisée Chloé Zhao. Tu aimes bien Chloé Zhao, Laetitia ? Oui. J'adore Chloé Zhao. Qui revient avec Hamnet, une histoire fictive sur la vie de William Shakespeare et de sa femme Agnès Shakespeare après la mort de leur fils de 11 ans, Hamnet. Paul Mescal
et Jessie Buckley forment le couple théâtral. La photographie est signée Lucas Zal, qui est derrière l'image de Zone of Interest. Et la musique est composée par l'immense Max Richter. Et puis, on va passer à la news du jour, la nouvelle petite chronique. Je vais démarrer entre guillemets. Bergman est un manipulateur. En effet, dans un entretien de Variety, alors c'est pas un entretien de Variety, c'est-à-dire que Variety a rapporté des mots de Stellan Skarsgård lors d'une masterclass qu'il a fait pendant un festival. Et il s'est exprimé en ces mots à l'encontre du cinéaste suédois Ingmar Bergman qui aurait pleuré la mort d'Adolf Hitler. Ma relation compliquée avec Bergman est liée au fait qu'il n'était pas un type sympathique. C'était un réalisateur sympathique. Mais on peut toujours dénoncer une personne comme étant un trou du cul. Le Caravage était probablement un connard, lui aussi, mais il a fait de grandes peintures. Bergman était un manipulateur, il était nazi pendant la guerre et la seule personne que je connaisse à avoir pleuré la mort d'Adolf Hitler. On n'arrêtait pas de le pardonner, mais j'ai l'impression qu'il avait une vision très étrange des autres. Il pensait que certaines personnes n'étaient pas dignes de vivre, on le sentait quand il manipulait les autres, il n'était pas quelqu'un de bon. Voilà, c'est des extraits tirés des propos de Stellan Skarsgård relayés par Variety. Voilà, ambiance dans le cinéma suédois. Hein, oui, c'est toujours marrant, je trouve, de rebalancer des infos comme ça. Enfin, bon, ça sert à quoi en vrai ? C'est tombé aujourd'hui, ouais. Oui, ça sert pas à grand-chose. Après, c'est intéressant parce qu'effectivement, Bergman est quand même un immense cinéaste qui est classé dans le Panthéon. Alors moi, j'ai des trucs que je savais pas. En fait, cet article m'a bousculé et donc je me dis bon, on va en parler. Et c'est intéressant. Tu fais quoi avec cette info ? On va mettre des petits cartons au début des films de Bergman. Attention, cet homme est un nazi. Non. Pleurer Attention, il a mort. C'est vrai que c'est particulier quand même. Hein. Je pense que, enfin, tu vois, on a. Oui, mais c'est toujours intéressant de te dire en 2025, je vais dire qu'il a pleuré la mort d'Hitler, tu vois. Je suis d'accord. Spike Lee avait demandé, je ne sais plus si c'est à Terry Frémaux, qu'un carton soit mis à l'ouverture du film de, je crois, comment s'appelle ce film ? Naissance d'une nation ? Naissance d'une nation. Oui, c'est Griffith. Il a demandé, Spike Lee a demandé. Oui, parce qu'il y a des scènes avec le Ku Klux Klan, ouais. Oui, oui, mais Griffith n'était pas raciste, tu vois, je veux dire. Non, bien sûr. En tout cas, n'a pas été, remonté en tant que xénophobe et tout ça. Ouais, bien sûr. Bref, voilà. On arrive à la fin de notre épisode. Merci encore de nous avoir suivis. On rappelle que Rapace de Peter Dounzis et Côté Voix de Maxime Jean-Baptiste sont toujours en salle. Pour suivre les actualités du podcast, il suffit de se connecter sur les plateformes d'écoute et la page Instagram @territory_podcast. Nana Kwaheri, au revoir Kenavo, bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où que vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobec et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germaine Le Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.